ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. Merci de continuer à nous regarder, on est à l'antenne les gars, merci de continuer à nous regarder à la télévision, vous qui êtes fidèles à cette émission depuis le Maroc, depuis la Tunisie, mais aussi l'Algérie, nous pensons aussi à nos compatriotes du côté de l'Égypte, merci de votre fidélité. Nous parlons un peu plus tard de la réouverture annoncée des établissements scolaires, du primaire et du secondaire. Vous le savez, ici en Guinée, les enseignants du privé sont sévrés de salaire depuis que les écoles ont été fermées à la faveur donc de la pandémie de Covid-19. Ces enseignants du privé menacent de boycotter la rentrée, la réouverture des classes à partir du 29 juin prochain. Selon en tout cas une décision annoncée par le chef de l'État. On entendra leur porte-parole Nyouma Sorileno, il est secrétaire général adjoint du SINEPGI, syndicat national des enseignants des écoles privées de Guinée. Et que répondent les fondateurs des écoles privées? On entendra monsieur Roland Sossou, il est fondateur des écoles Saint-Joseph et chargé de la communication de l'association des fondateurs d'écoles privées de Guinée. Il va aussi prendre la parole chez nous ce matin. Dans un instant, on parle là de Covid. Alphonse, on a écouté Aladji Selou. Il semble quand même rassuré. Oui, il a rassuré, il a donné les informations dont on a besoin. Mais après l'intervention de Aladji Selou, j'aimerais pouvoir attirer l'attention du ministère des Affaires étrangères. On a vu le sérieux avec lequel le ministère de la Défense s'occupe du cas des stagiaires. Et j'aimerais vraiment attirer l'attention pour que le ministère des Affaires étrangères nous donne à partir de maintenant un programme de rapatriement des compatriotes bloqués. Parce que du côté de Dubaï, par exemple, mes contacts me disent qu'ils ont acheté leurs billets, ils ont passé le test, ils attendent juste que l'État puisse leur trouver un moyen pour rentrer. Au Maroc aussi, il y en a qui ont leurs billets, qui veulent rentrer. Ouais. Donc il faut que les affaires étrangères se bougent. C'est quoi, je vais t'aider. Je ne crois plus du tout en ces opérations de rapatriement. Pourtant, il y a une commission. Hein, Je sais, par exemple, là où il y a notamment de la coopération, genre avec l'OIM ou certains pays, je sais que les gens vont revenir. Mais la vérité est que la plupart de nos pays, désormais, sont dans une position d'attentisme. Parce que de toutes les manières, à partir de début juillet, il se peut que l'espace aérien international soit ouvert. Beaucoup de gens, beaucoup de pays, on va continuer sûrement à rassurer les gens, mais pour 2 à 3 semaines, je vois très mal beaucoup de pays maintenant se ruer vers ce type d'opération qui coûte quand même, hein, qui coûte excessivement cher. Donc, il ne faut pas aussi donner de faux espoirs aux gens. À partir du moment où dans 2 à 3 semaines, l'affaire pourrait se décanter, je pense ce que l'État pourrait faire, c'est d'aider parce que la plupart de ces gens qui sont en transit dans ces pays-là, il y en a qui sont en transit, ils n'ont plus de ressources. Je pense que c'est là où, par contre, l'État guinéen devrait intervenir pour les aider maintenant à rentrer. Mais quant à les ARNF, je serais surpris. Quoi. Merci Mohamed. Oui. Pour clore. Non, je crois que ce que Mohamed dit, ça pourrait bien aider que l'État se bouge. C'est tout. Bien. Antoine, on parle de Covid, la tendance à la baisse. On a suivi hier les résultats, les chiffres d'hier. Encore une fois, sont encourageants. C'est important de le révéler. Sur les 700 tests qui ont été passés, je crois que c'était dans la journée d'avant-hier, on s'est retrouvé avec 29 tout de même cas confirmés et 37 personnes sont sorties guéries de nos centres de traitement. Et on le rappelle depuis quelque temps. Ce qui est intéressant, c'est quand même 29 positifs sur près de 700. 700. Ouais. Ça, c'est tout de même un chiffre assez important à relever, ce qui dénote à suffisance qu'on est en train d'aller petit à petit vers le pic dans notre pays. Et il est très évident que dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, que la Guinée atteigne enfin le pic dans ce combat contre le Covid, afin que nous puissions désormais reprendre nos activités comme d'habitude. Et c'est une occasion pour nous de dire à la NSS de poursuivre son combat tel qu'il a commencé. Et on espère que l'opération En Marche, qu'on qualifie de opération Stop Covid-19 en 60 jours, pourra être aboutir. Vous y croyez, vous? J'y crois si les Guinéens s'y mettent. Si les Guinéens s'y mettent. Très bien dit. À Conakry, l'opération a tendance à bien se dérouler, mais à l'intérieur,
Il y a des soucis. Il y a des soucis. On essaie de vérifier, hein, de confirmer, de faire confirmer si la Guinée, le pic de la pandémie a été atteint ou franchi en Guinée. On pose cette question à professeur Abdoulaye Touré, directeur de l'INSP, l'Institut national de santé publique. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, professeur Touré. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Allez-y, Jacques. Alors, professeur, dites-nous ce matin, est-ce que on peut garder espoir que désormais nous n'allons continuer qu'à enregistrer de faibles taux de contamination? Bon, nous allons continuer à enregistrer de faibles taux de contamination si nous continuons tous à respecter les gestes barrières et toutes les mesures qui ont été énumérées le lundi dans le discours de Monsieur le Président de la République, qui sont des mesures, on va dire, universelles, ce type d'épidémie. Professeur, l'une des questions ou l'une des remarques que j'ai faites dans les dépistages en cours actuellement, c'est le nombre élevé tout de même des personnes dépistées. Et dites-nous, est-ce des dépistages volontaires ou c'est l'ANSS elle-même qui va vers les citoyens pour les faire dépister? Bon, dans ces dépistages qui se font, on a différents types de profils de personnes qui sont dépistées. C'est prioritairement des contacts des cas positifs et puis également les chauffeurs des camions, les apprentis des camions qui doivent se rendre à l'intérieur du pays pour pouvoir supporter l'économie, donc le transport des marchandises. Ceux-ci ils font partie des priorités également. Et puis, les personnes qui viennent de l'étranger, parce qu'actuellement on est en pandémie, donc tous les pays, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui est complètement sorti de ce problème. Et donc, tous ceux qui viennent de l'étranger sont également systématiquement dépistés. Il y a quand même quelque chose qui j'ai pas compris. J'étais en train de dire qu'il y a quand même une inquiétude, même si les résultats ici à Conakry, peut-être qu'au plan national, sont encourageants. Au moment où on connaît moins de cas ici à Conakry, on est quand même en train d'enregistrer des cas à l'intérieur du pays. Ce n'est pas assez, mais ce sont quand même des cas. On parle désormais de des quatre à Mamou, de Massanta. 4 à Mamou, Massanta 2 à 3. 2 cas. Et comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Est-ce que la stratégie qui consisterait à éviter que la maladie sorte de Conakry n'a pas été bien conduite? On ne peut pas dire ça. Je dirais plutôt que la stratégie elle a été bien conduite, même s'il y a eu des difficultés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a une forme de disparité du profil épidémiologique entre Conakry et les différentes préfectures de l'intérieur du pays. Je pense que s'il n'y avait pas eu ces mesures, l'épidémie serait déjà vraiment généralisée. Je pense qu'il y a encore des localités qui n'ont enregistré aucun cas, ce qui montre effectivement qu'il faut continuer à renforcer le filtrage des passagers aux différents barrages. Donc les gens ne passent que lorsqu'ils ont une attestation qui prouve qu'ils sont négatifs. Sinon, l'épidémie va être généralisée et nous sommes, comme tous les autres pays, les moyens de diagnostic à l'intérieur du pays sont limités. Donc on ne peut pas se permettre de laisser l'épidémie se propager très rapidement partout. Bien, alors la question, est-ce que la Guinée, parce que depuis quelques jours tout de même on observe une sorte de décrue quand on regarde les chiffres du nombre de cas positifs qui reviennent par jour sur des échantillons de personnes testées assez considérables, est-ce qu'on peut, à la lumière de ces chiffres, affirmer qu'on a atteint le plateau, le pic de cette épidémie en Guinée au regard de la façon dont cette pandémie est tenue en Guinée? Bon, au regard de ces chiffres, ce qu'on peut on peut quelque part se réjouir de faire partie des 5 pays de l'espace CEDEAO où l'épidémie est soit stable ou en légère baisse. Donc parmi ces pays, vous avez le Burkina, le Ghana, la Guinée et certains. Et il y a d'autres pays où l'épidémie est en augmentation. Donc vous avez dû voir les chiffres, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal et d'autres pays. Mais
cela ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire simplement qu'il faut continuer à renforcer les gestes barrières et puis sans oublier que ces chiffres peuvent être parfois dépendants du nombre de tests que les gens réalisent par jour. Ils peuvent être dépendants du profil de ceux qui sont dépistés dans les différents pays. Parce que si dans certains pays comme le Ghana, c'est toute la population générale, autrement dit c'est un dépistage systématique, il y a des pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire ou comme la Guinée où ce sont les contacts qui sont prioritaires et d'autres types de personnes à risque. Donc l'interprétation de ces chiffres n'est pas aussi aisée que ça, il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Même si oui, on se réjouit. Quand on dit qu'il y a moins de cas sur un nombre important d'échantillons testés par jour, nous on est tout à fait contents de cela. Mais pour bien les apprécier, il faut les cumuler, il faut regarder sur toute semaine, et puis 2, 3 semaines, 4 semaines d'affilée. Quand vous cumulez les chiffres, le nombre total testé et le nombre total de positifs, et vous regardez ces proportions sur quelques semaines, ça peut vous donner une vraie tendance. Mais au jour le jour, les interpréter au jour le jour, ce n'est pas aussi évident. Il faut rester prudent. Il faut rester prudent. Que de baisser la garde, Bien. puis les gens vont se dire bon, l'épidémie n'est plus là et ce n'est pas bon. Il faut rester prudent. Alors, dernière question, professeur. Tant qu'il y a un seul cas positif dans le pays, c'est un danger. Donc il faut continuer à renforcer les mesures. Dernière question, professeur. Le président de la République a annoncé, en tout cas récemment, on a pu le lire dans le compte rendu du Conseil des ministres, a annoncé l'arrivée prochaine de plus de 100 000 tests rapides. Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que vous disposez à date de kits de tests rapides et quel effet cela a dans le cadre d'une systématisation donc, des tests en République de Guinée? Bon, l'arrivée de ces tests, naturellement, va augmenter encore les capacités de diagnostic, de dépistage dans le pays. Donc, je rappelle que ce n'est pas le seul geste. Au tout début de l'épidémie, nous n'avions que quelques 3 ou 4 laboratoires et avec l'appui du gouvernement, nous sommes montés à 6. Bientôt, il y aura un 7e laboratoire qui va se rajouter. Et il y a eu également de l'acquisition d'importants équipements, même si nous n'avons pas beaucoup communiqué dessus, mais qui ont permis au laboratoire d'augmenter énormément le nombre de tests qu'on peut réaliser par jour. Donc on est passé d'une 50aine ou tout au plus une centaine à une capacité moyenne journalière entre 700, 800 et même près de 1000 tests par jour. Et si parallèlement à cela, nous avons des tests de diagnostic rapide qui arrivent, ça ne pourra que faciliter le travail. Mais voilà, pour l'instant, ils sont. Je pense que ça ne va pas tarder. Bien. C'est un processus global. Bien. Ça va arriver bientôt. Professeur Abdoulaye Touré, directeur de l'INSP en direct. Allez-y, Alphonse. Professeur Touré, moi j'ai bien envie de savoir, avec la réouverture annoncée des universités surtout, est-ce que vous ne craignez pas une seconde vague de contamination? L'ouverture des écoles, je pense qu'il faut bien lire le discours de très près. Donc, le président a dit que l'ouverture est assujettie à la présentation je sais pas comment, en tout cas d'un plan, d'un document qui montre toutes les mesures qui seront prises par les autorités universitaires. Autrement dit, s'il y a une université qui ne remplit pas toutes ces mesures qui peuvent être appliquées, de distanciation, de prise de température à l'entrée, à la sortie, de lavage des mains, et donc ça veut dire que ces universités ne pourront pas être autorisées à ouvrir. Mais ça ouvre une possibilité, on ne peut pas rester dans un état stationnaire, mais ce sera évalué et comme le président l'a dit, ces documents seront présentés au conseil scientifique et le conseil, sur la base de la situation épidémiologique ce jour-là, en plus de cela, plus les documents techniques qui vont lui être soumis, je pense qu'il y aura des décisions qui pourront être prises. Dans ce cas, si on s'en tient à ces arguments, on va estimer que des universités comme Sonfonia, Gamal ou même à l'intérieur du pays ne pourront pas rouvrir quand on sait que lorsqu'il y a
lorsqu'il y a cours, la plupart des classes sont assez pléthoriques. Est-ce que pour vous, ces universités pourront respecter ces mesures de distanciation pour le début des cours? L'autre question, professeur, c'est par rapport au test journalier. Est-ce que désormais, il est possible pour un Guinéen de passer son test le même jour et avoir ses résultats? Donc pour la première question des universités, je pense que nous devons patienter. Attendons que les ministères en charge de l'éducation et de la recherche présentent ou rendent public le contenu de leurs documents. Peut-être qu'il y aura des propositions, peut-être qu'ils ne vont pas proposer que toutes les classes soient ouvertes le même jour. Même l'enseignement pré-universitaire, il n'est pas exclu que ce soit principalement les élèves qui sont en situation d'examen qui soient prioritaires. Donc, je pense qu'il ne faut pas anticiper, attendre que toutes ces documentations, que toutes ces mesures soient partagées avec nous pour qu'on se prononce dessus, sinon on risque de spéculer. Et la deuxième question, c'était le rendu du résultat. Donc, je pense il y a quelque chose à noter. C'est d'abord l'amélioration globale des capacités de test et de rendu du résultat. Ce n'est pas très évident. Hein. Quand vous prélevez près de 1000 personnes aujourd'hui, même 1000, après de même 1000, en une semaine, vous avez près de 7000 informations, 7000 résultats à gérer. Ce n'est pas très évident. Il y a eu plusieurs options qui ont été utilisées. C'est notamment au moment de la saisie des données dans le système d'information que nous appelons le DHIS2, qu'un SMS soit généré, personnalisé et envoyé directement à celui qui a un résultat négatif. Et il y a certes parfois des bugs informatiques qui ne rendent pas cela très aisé, et il y a aussi le fait que tout le monde n'est pas lettré. Quelqu'un peut recevoir un SMS et ne pas le lire, ou même un intellectuel, il peut recevoir et ne pas prêter attention. Mais c'est pour montrer simplement qu'il y a des efforts qui sont fournis. Les gens essaient d'innover, ils essaient de voir par quel mécanisme ces résultats peuvent arriver très rapidement aux bénéficiaires. Mais je pense que c'est vous et nous tous, hein, c'est ensemble qu'on doit tous réfléchir. Nous, on n'a pas de baguette magique. Il y a des efforts qui sont fournis, il y a la volonté d'améliorer les choses. Donc c'est ce qui va être amélioré progressivement. Je pense qu'on n'est pas au même stade aujourd'hui qu'il y a à peu près 2 ou 3 mois, je pense. C'est vérifié. Professeur Abdoulaye Touré, directeur de l'INSP, Institut national de santé publique, il explique à vous dire merci professeur, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie. Adafo Média vous dit merci. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite. Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience grâce à vous. Malgré le contexte exceptionnel, le débat continue sur Adafo Média, Radio Espace, Espace TV, Calac Radio, Suite FM, Calac TV, Espace Région.